Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'AFD aujourd'hui pour cette dernière conférence de la saison du cycle Rencontre du développement. Et donc je remercie Guillaume Pitron d'avoir accepté notre invitation. La saison 2018-2019 a été assez riche, puisqu'on a pu à la fois avoir une conférence sur les questions de société industrielle et digitale avec Daniel Cohen, sur les dynamiques migratoires avec François Héran, sur l'État en Afrique avec Jean-François Bayard, sur le Liban avec Charbel Nahas, mais également on a fait une conférence sur la question du recyclage des déchets, sur les communs et l'océan. Et on est en train de préparer la nouvelle saison 2019-2020. Et je vais pas vous dire encore qu'est-ce qu'il y a au programme, mais ça s'annonce plutôt également assez alléchant. Donc on vous tiendra au courant. En tout cas, merci d'être venus nombreux. Cette séquence aujourd'hui s'insère également dans l'école d'été du projet GEM, qui est un des projets portés par l'AFD et qui vise à modéliser les interactions entre changement climatique et raréfaction des ressources naturelles avec les économies. Et donc, donc c'est un projet qu'on mène dans différents pays avec nos partenaires concernés, donc que ce soit en Côte d'Ivoire, en Colombie, au Brésil, au Maroc, en Tunisie et au Vietnam. Et donc les équipes de chercheurs des pays concernés sont présents également ici ce soir. Et il nous a semblé particulièrement intéressant de pouvoir discuter avec Monsieur Pitron, de vous écouter sur toute la problématique des métaux rares et le lien avec les questions de transition énergétique. Parce que c'est vrai qu'on peut parfois oublier un peu que quoi qu'il en soit, y compris pour les énergies renouvelables, il y a quand même de la matière derrière et qu'il y a aussi probablement une face cachée sur ces matières et qui permettent de mener la transition énergétique et digitale. Et c'est tout l'intérêt des travaux que vous menez. Donc, quelques mots de présentation de Guillaume Pitron, qui est donc à la fois journaliste et réalisateur de documentaires. Et Guillaume, vous vous êtes spécialisé sur la question des matières premières, ce qui vous a, et dans leur dimension à la fois géopolitique, économique et écologique. Et ça vous a conduit à vous intéresser à la question des métaux rares. Et donc vous avez sorti l'année dernière votre livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique », qui a reçu 2 prix. Le prix, deux prix en France, mais d'autres prix, 9 prix au total. 9 prix en France, très bien. En tout cas, vous avez, moi j'en ai repéré 2, donc c'est déjà le prix du Monde d'Eric Israelevich, donc de l'enquête économique, hein, et également le prix du livre d'économie 2018. Mais vous allez pouvoir nous dire également les autres prix. En tout cas, le livre en tant que tel est passionnant. Il nous apprend beaucoup de choses. Et je ne vais pas être plus long dans mon introduction, si ce n'est que de vous rappeler que nous sommes filmés et que donc nous allons tout d'abord écouter Monsieur Pitron pour à peu près une quarantaine de minutes. Et ensuite, il y aura un temps d'échange questions-réponses. Donc, si vous souhaitez ne pas que votre intervention n'apparaisse pas à l'écran quand ce sera mis sur YouTube, il faut nous le faire savoir.
Voilà, Monsieur Pitron, je vous laisse la parole pour nous présenter ces enjeux autour des métaux rares. Merci Vincent Copin beaucoup pour votre présentation et je suis ravi d'être parmi vous. Il va être question de transition énergétique, numérique et puis également d'Afrique parce que tout cela passe par l'Afrique et si nous sommes à l'AFD, c'est aussi pour parler du continent noir et de l'importance que représente le continent africain compte tenu des ressources dont il dispose, que contient son sous-sol pour ces technologies vertes. Nous vivons une transition énergétique qui a connu un coup d'accélérateur avec la COP21. Le postulat, c'est que nous sommes trop dépendants du charbon et du pétrole. Ces ressources carbonées sont responsables du réchauffement climatique. Il faut mixer nos mix énergétiques en introduisant davantage d'énergie renouvelable dans ces mix. Et il faut donner plus de place aux technologies vertes, elles-mêmes saupoudrées de technologies numériques. Le numérique permet de faire ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les villes intelligentes. Ça permet de faire ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique. Et il faut du numérique pour améliorer la transition énergétique. Il n'y a pas que du vert dans la transition énergétique, il n'y a pas que des éoliennes, des panneaux solaires et des voitures électriques. Ce seront demain des technologies connectées, de plus en plus connectées, qui permettront de rendre toutes ces technologies plus efficientes. Et donc c'est une double transition à laquelle nous assistons. C'est cette fameuse troisième révolution industrielle dont parle l'économiste américain Jeremy Rifkin, très actif dans la région Hauts-de-France. C'est ici qu'intervient Yannick Jadot. Yannick Jadot, qui en parle régulièrement, nous dit de temps en temps cette phrase absolument merveilleuse que je voudrais partager avec vous. Yannick Jadot dit qu'il faut que nous soyons moins dépendants, il faut que nous nous débarrassions du pétrole et du charbon et que nous devenions dépendants du soleil et du vent. Ce qui est l'affirmation la plus inepte que j'ai entendue de l'année 2018, parce qu'on ne devient pas dépendant du soleil et du vent, on devient dépendant de matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer toutes ces technologies qui, elles-mêmes, technologies vertes, exploitent le soleil et le vent. En réalité, notre transition est basée sur des matières premières minérales. Et notre transition énergétique est une transition de métal. Toutes sortes de métaux, abondants ou pas, mais qui vont être nécessaires, et je reviendrai sur les chiffres, dans des proportions absolument colossales pour fabriquer toutes ces technologies vertes. Je vous présente un premier slide. On parle de métaux abondants tels que le cuivre, le fer, l'aluminium, le zinc. Toutes ces matières premières sont nécessaires pour fabriquer les technologies vertes et pour fabriquer l'Internet, l'infrastructure, l'épine dorsale d'Internet qu'on appelle les câbles, ou bien les serveurs, les routeurs, les data centers, etc. Et puis on parle également pour cette transition de métaux rares. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des métaux rares? Les métaux rares, il y a une acception géologique et une acception plutôt économique. D'un point de vue géologique, un métal rare, c'est un métal qui est beaucoup plus rare qu'un métal abondant, qui est 1000, 2000, 3000 fois plus rare qu'un métal abondant. Et ce sont des sous-produits de l'industrie minière que l'on arrive à extraire du sous-sol, à séparer des métaux abondants et à utiliser pour leurs propriétés catalytiques, optiques, magnétiques. Mais ils sont présents dans l'écorce terrestre. Ça dépend des gisements, ça dépend, mais en moyenne, ça peut être 1000, 2000, 3000 fois plus, dans des proportions 1000, 3000, 2000, 3000 fois plus rares que les grands métaux tels que le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc. Ça ne fait pas pour autant d'eux d'ailleurs forcément des métaux rares, parce qu'après tout, l'or et l'argent sont encore plus rares, mais ils sont quand même beaucoup plus rares que ces grands métaux dont vous avez appris l'existence lorsque nous étions au collège ou au lycée. Et puis, il y a une exception économique, ces métaux, on les appelle critiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être rares, ou ils peuvent être rares, mais en tout cas, l'outil industriel n'est pas forcément assez développé, de sorte que l'offre ne parvient pas à s'aligner sur la demande. Il y a trop de demandes par rapport à l'offre, et donc en fait, il y a des tensions sur les approvisionnements, il y a des risques de pénurie d'approvisionnement, et la Commission européenne met un mot sur ces risques de pénurie, elle appelle ça la criticité. Et la Commission européenne, régulièrement, met à jour sa liste des métaux critiques. Liste des métaux critiques que vous trouvez mise à jour une première fois, enfin créée en réalité en 2011, et qui liste quelques métaux. Alors que donc, du coup, je vous présente ce que sont ces métaux rares ou critiques l'antimoine, le beryllium, le cobalt, le gallium, le germanium. Vous trouvez également les terres rares, qui sont une classe de métaux rares
qui elle-même se subdivise en une quinzaine de métaux. Et puis en 2014, la Commission européenne met à jour sa liste de métaux critiques, donc des métaux qui sont sujets, pour lesquels il y a des risques de pénurie d'approvisionnement, et on n'en trouve plus 14, on en trouve 20. Donc certains de la liste de 2011 ont été enlevés entre-temps. Je ne vous ai pas imposé le bazar de devoir les enlever, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même une évolution dans le nombre de métaux et qu'il y en a de plus en plus. En 2017, nouvelle mise à jour, à nouveau s'ajoutent des métaux, et cette fois-ci on en trouve 27. Et les Américains, à la demande de la Maison-Blanche, ont mis à jour leur liste de Critical Minerals, minerais critiques, en 2018. Et la liste américaine contient 35 minerais critiques. Certains donc, sont rares, d'autres ne le sont pas. On trouve dans ces minerais le silicium, qui est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. Mais le silicium hautement transformé de haute pureté, celui qui sert pour les panneaux solaires. Il faut tout un processus industriel pour pouvoir arriver à les fabriquer, à produire ce silicium. Ce qui manque, ce n'est pas la matière, c'est l'outil industriel. Et donc, d'où la raison pour laquelle il peut y avoir une rareté qui est conditionnée par des limites industrielles et énergétiques. Donc voici un peu qu'est-ce que sont les métaux rares. Et ces métaux rares sont indispensables pour nos technologies d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire... notre transition énergétique n'aurait pas le visage qu'elle a. Elle serait autre chose, les technologies seraient différentes, elles seraient probablement beaucoup plus massives, elles seraient beaucoup moins efficientes si on n'avait pas ces métaux qui, à masse égale dans une technologie, ont des propriétés tellement plus puissantes que les métaux de base que ça permet de rendre nos technologies plus légères, plus efficientes. C'est pour ça que vous avez aussi des petits téléphones portables qui tiennent dans la poche de votre jean. Avant les métaux rares, les téléphones faisaient la taille d'une brique. Donc c'est aussi pour ces raisons-là qu'on ne peut pas se passer de ces métaux rares. Et s'il y a bien une technologie qui ne peut pas s'en passer, c'est la voiture électrique. La voiture électrique contient énormément de métaux rares. D'abord, la batterie. La batterie qui est le composant principal de la voiture, c'est 40% du poids. Elle contient du cobalt, elle contient du graphite, elle contient un métal pas rare, mais bon, important quand même, considéré comme critique par les Américains, qu'on appelle le lithium. Elle contient plus généralement des terres rares, elle contient du magnésium, elle contient du bismuth, de l'indium, et puis des métaux qui ne sont pas forcément rares, comme du cuivre. Il faut beaucoup de cuivre pour toutes sortes de véhicules, y compris les véhicules électriques. Donc, il faut beaucoup de ces métaux et il en faut également de ces métaux dans les technologies numériques. Et votre téléphone contient une quantité phénoménale de ces métaux, 30, 40, 50, parmi lesquels il y en a un que j'aime bien, c'est le néodyme. Le néodyme, c'est le métal qui se trouve dans l'aimant de votre téléphone, et l'aimant, c'est ce qui fait que votre téléphone vibre. Et puis, il y en a un autre que j'aime bien, c'est l'indium. L'indium, c'est un métal qui, sous forme de poudre d'oxyde, recouvre la face de l'écran de vos téléphones, et c'est ce qui les rend tactiles. Donc la propriété tactile, la qualité tactile de vos écrans est permise par cette poudre d'indium. Donc sans indium et sans néodyme, vos téléphones portables ne sont pas ce qu'ils sont. On revient aux téléphones des années 90, sur lesquels on envoyait vaguement des SMS en tapant sur des touches. C'est vous dire à quel point ils sont indispensables, ces métaux, pour notre vie quotidienne. On en trouve de plus en plus de ces métaux. Le bon vieux téléphone des années 50 contenait 12 éléments de la table de Mendeleïev. Le téléphone des années 90 en contient 29. Et le téléphone d'aujourd'hui, le smartphone, contient 55 éléments, dont une majorité de métaux. On a également besoin de toutes sortes de gaz industriels pour fabriquer les technologies numériques. Dans l'ensemble, ce sont des métaux. Et ces métaux sont souvent mélangés les uns aux autres. On fait des alliages, et les alliages augmentent les propriétés de la matière. Donc, plus on va vers des transitions numériques, plus on avance dans nos capacités technologiques, plus les technologies sont complexes. Et cette complexité est permise par l'addition de ces métaux. Ça vaut ce que je vous ai dit pour les technologies de l'énergie. Entre les technologies de l'énergie au XVIIIe siècle et nos panneaux solaires et nos éoliennes d'aujourd'hui, vous voyez que les technologies se sont complexifiées. Elles font appel à toujours plus d'éléments. La table de Mendeleïev est toujours plus mise à contribution pour fabriquer les technologies d'aujourd'hui, qui sont donc plus complexes. Il faut donc une plus grande variété de métaux pour la transition énergétique et numérique, et il faut davantage de ces métaux en volume, en masse. Les industriels de la voiture électrique, ils le savent bien. Aujourd'hui, il y a 4 millions de voitures électriques qui roulent sur Terre. Mais les perspectives de développement de ce marché, peut-être moins en France, mais en tout cas davantage en Chine notamment, sont absolument colossales. Et on pense qu'en 2030, il y aura entre 125 et 220 millions de voitures qui rouleront, électriques qui rouleront sur Terre.
eh bien ça représente une demande additionnelle de ces métaux. Et pour fabriquer les batteries et les composants des voitures électriques, l'industrie de la mobilité électrique sait, et ce sont des chiffres qui ont été présentés par la Commission européenne il y a quelques mois de cela, qu'elle aura besoin, il va falloir aller chercher 69 fois plus de nickel par rapport à ses besoins aujourd'hui. Enfin de 2017, 50 fois plus d'aluminium, davantage de cuivre, davantage de graphite, de lithium, de cobalt et de manganèse. Donc vous avez une transition dans laquelle vous avez besoin de moins de pétrole et de charbon. De fait, une voiture électrique n'utilise pas de pétrole et de charbon, en tout cas au moment où elle roule. On n'a pas besoin de mettre du pétrole dans le réservoir. Mais en revanche, qui a besoin de davantage de métaux rares pour notamment son composant principal qui est la batterie et pour d'autres composants de la voiture. Donc, d'un côté, il y a une économie de matière qui est réalisée, puisqu'on va pouvoir économiser du pétrole, mais de l'autre, cette économie est compensée par un surplus d'un nouveau besoin qu'on appelle ces fameux métaux rares et les métaux en général. Et donc vous comprenez bien que on déplace le problème, on déplace notre dépendance. Il y a moins de dépendance en part relative dans le mix énergétique au pétrole, mais on va vers davantage de dépendance à ces métaux rares sans lesquels cette transition que nous vivons, cette double transition, ne pourrait pas avoir le visage qu'elle a aujourd'hui. C'est intéressant, en 2018, l'OCDE a essayé de faire une prospective sur nos besoins de métaux d'ici 2060. Et voici un petit peu l'évolution de nos besoins en matières premières en général d'ici 2060, et notamment en métaux pour tous nos besoins. Donc vous voyez que nous sommes dans une phase croissante de consommation de métaux et de minerais non métalliques. Nous aurons besoin de 2,5 fois plus de métaux en 2060 pour l'ensemble de l'humanité par rapport à aujourd'hui. Et d'une façon générale, nous aurons besoin de 2,5 fois plus de matières premières, 167 gigatonnes en 2060 par rapport à 2011. Donc notre monde, présenté comme d'ailleurs immatériel, est un monde qui en réalité, dans les 3-4 prochaines décennies, aura besoin de toujours davantage de matières premières. Le numérique joue une part importante dans ces besoins en matières premières. Simplement, ces métaux rares, ils proviennent de quelque part. Et donc, d'un côté, ils sont vecteurs d'une transition qui est présentée comme étant la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Et d'un autre côté, la question que je vous pose, c'est où est-ce qu'on va aller chercher ces ressources ? Est-ce qu'il va y avoir des coûts environnementaux, sociaux, sanitaires, humains, pour extraire ces ressources, pour aller les raffiner et pour pouvoir ensuite les commercialiser ? Est-ce qu'il y a des pays qui vont davantage demain tenir l'exploitation de ces métaux, en faire un commerce à leur avantage, de la même façon que l'on sait combien les pétromonarchies ont tiré profit du pétrole au XXe siècle. Est-ce qu'il va y avoir une géopolitique des métaux rares, une géopolitique des énergies renouvelables, de la même façon qu'il y a une géopolitique du charbon et encore plus encore une géopolitique du pétrole? Et quand on se pose la question de cette transition énergétique sous l'angle des ressources, sans lesquelles cette transition ne serait pas possible, alors c'est un tableau beaucoup plus nuancé de la transition énergétique et numérique qui apparaît sous nos yeux. Et c'est cela dont je voudrais vous parler, et c'est cela l'objet de ce livre qui m'a conduit pendant 6 ans, je n'ai pas fait que ça, mais dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, pour essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui se trame au revers de cette médaille qu'on pourrait appeler la transition énergétique. On voudrait tous éviter, bien évidemment, que toutes les technologies terminent, comme vous le savez, dans des décharges au Ghana ou au Nigeria, mais pour ça, il faudrait recycler. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de recycler. C'est très compliqué parce que ces métaux, ils interviennent dans des quantités infinitésimales et ils sont mélangés à d'autres métaux. Donc le recyclage implique de désallier ce qui a été allié. C'est faisable techniquement, on sait à peu près faire. En revanche, le problème, c'est que c'est très cher. Mais ce qui est beaucoup moins cher, c'est d'aller chercher le minerai à la mine. Et quitte à être compétitif pour un industriel, autant vous tourner vers l'industrie minière plutôt que vers l'industrie du recyclage. Et pour cette seule raison, pour cette principale raison de coût et de compétitivité, on ne recycle pas les métaux rares, ou très mal. Certains, on les recycle bien. On peut bien recycler, par exemple, le manganèse, le fer, tout ça. Le cobalt est également bien recyclé, à plus de 50%. En revanche, toutes les terres rares ne sont quasiment pas recyclés, à moins de 1%. Pareil pour d'autres métaux tels que le scandium, le yttrium, le zirconium, c'est pas du métal, le zirconium, le tantal et autres métaux. Donc il y a une difficulté à recycler ces métaux rares, il n'y a pas d'économie circulaire. Donc comprenez-moi, une fois que je vous ai dit ça, constatons ensemble quelques paradoxes. Les technologies propres nécessitent des métaux qui ne sont pas propres, nécessitent des métaux sales.
les énergies renouvelables requièrent des ressources qui ne sont pas renouvelables. Le stock de métaux est fini. On peut renouveler de façon artificielle en recyclant, mais le stock est fini. Il a 4 milliards d'années et c'est à l'échelle de milliards d'années que se compte la reconstitution de ce type de stock. Pour ne pas dire s'il ne faut pas aller voir sur une autre planète. Donc c'est un autre paradoxe. Les ressources d'un monde plus durable freinent les modèles d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est garder ces matières premières le plus longtemps dans les cycles économiques, qu'elles soient réutilisées le plus possible. Simplement, si elles sont tellement complexes à recycler, parce qu'elles sont alliées, que le désalliage est rendu quasiment impossible d'un point de vue économique, eh bien en réalité, il n'y a pas d'économie circulaire pour ces ressources-là. Et puis quand même, un dernier paradoxe sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que le virtuel n'est jamais virtuel. Et derrière l'Internet, il y a une gigantesque plomberie qu'on appelle l'épine dorsale du net, avec toutes ces infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis ces terminaux qu'on appelle les téléphones portables. Et tout ça, ce sont des quantités considérables de matière. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'électricité, et c'est beaucoup de rejet de gaz à effet de serre. L'industrie numérique, aujourd'hui, rejette 2 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que je ne sache pas ça? Comment ça se fait que je découvre, en constatant ces dégâts, ces questions-là, et que je ne l'ai jamais découvert en lisant le journal ou en regardant le journal télévisé le soir? Et je ne le sais pas parce que les mines de terres rares, mais ça peut être d'autres métaux rares, telles que celle de Molycorp, qui était une mine de terres rares aux États-Unis, qui opérait jusque dans les années 90, mais ces mines, et puis également les usines de raffinage, parce qu'ensuite il faut raffiner le minerai, et c'était Rhône-Poulenc, un groupe français qui, jusque dans les années 90, raffinait ces métaux. Mais ces mines ne se trouvent pas chez nous. Elles ont été fermées. Molycorp a fermé dans les années 90 pour des raisons environnementales. Et Rhône-Poulenc a fermé une partie de ses activités de terres rares. Rhône-Poulenc existe toujours. Aujourd'hui, ça s'appelle Solvay. Mais ses activités de raffinage de terres rares ont fortement diminué pour des raisons d'acceptabilité sociale de la part des populations riveraines à La Rochelle. Et en réalité, tous ces processus industriels ne se trouvent plus chez nous. En revanche, il y a un pays qui a récupéré tout ça. C'est la Chine. C'est pour ça que j'étais en Chine tout à l'heure. Parce que la Chine a des gisements considérables de ces matières premières et qu'en plus, elle a assumé dans les années 80 l'extraction et le raffinage de ces minerais. En gros, nous ne voulions plus de ces minerais, mais nous en avions quand même besoin. Les Chinois, au même moment, avaient un retard industriel et économique à combler sur l'Occident. C'est au moment où Deng Xiaoping succède à Mao Tse-tung. Et les Chinois nous disent, on va accepter la pollution de ces technologies-là en produisant les minerais que nous allons extraire, raffiner, purifier, vous revendre tout beau, tout propre, vous pourrez les mettre dans vos technologies vertes, vous pourrez dire, regardez, nous faisons notre transition écolo. Et donc, en fait, nous étions trop contents, parce que nous pouvons, de la sorte, laisser le sale boulot à d'autres pays, y compris à l'Afrique, j'y viendrai, qui vont se retrouver à se polluer avec tous les problèmes de gouvernance, les problèmes sociaux, de respect des droits de l'homme, etc., de corruption associés à ce secteur minier, cependant que nous allons leur acheter les minerais, les mettre dans nos technologies et proclamer notre conversion écolo. Et donc le monde s'est un peu organisé entre ceux qui allaient se salir et ceux qui allaient prétendre qu'ils resteraient propres. Et la transition énergétique doit aussi être vue de cette manière-là. Nous avons délocalisé la pollution des énergies vertes en délocalisant toute cette pollution minière qui du coup est invisible. Et donc personne ne le sait, mis à part vous et moi maintenant, parce que nous avons effacé cette pollution en la transférant tellement loin, dans des zones où tellement peu de monde va, que finalement nous n'avons pas conscience de la pollution en amont, pas conscience de la pollution en aval. Nous voyons juste le produit à l'instant où nous utilisons, qui ne génère pas de CO2. Le téléphone ne génère pas de CO2, l'éolienne ne génère pas de CO2, ni la voiture électrique, puisque c'est une voiture zéro émission, ni le panneau solaire, mais toute la pollution a été déplacée en amont et en aval, précisément à l'extérieur de nos frontières. Alors simplement, selon cette logique de spécialisation minière, il y a des pays qui se retrouvent avec un pactole. Et la Commission européenne, qui met à jour cette carte tous les 3 ans, nous dit, et ça c'est la carte de 2017 qui sera mise à jour en 2020, et ça n'aura pas grosso modo changé en 2020, on sera sur les mêmes ordres de grandeur, nous dit, compte tenu de cela, il y a des pays qui sont devenus les nababs des métaux rares. Et vous avez aujourd'hui des pays qui, comme les États-Unis, le Brésil, alors les États-Unis c'est uniquement pour le beryllium, et c'est pas beaucoup, mais sinon le Brésil, la Russie produisent ces métaux rares pour nous, mais dans des proportions considérables. On retrouve l'Afrique sur cette carte, en 2 pays en particulier. L'Afrique du Sud, qui est un pays avec un potentiel minier absolument colossal et
qui produit notamment les platinoïdes. Il faut des platinoïdes pour notamment la catalyse des véhicules hybrides et des véhicules thermiques tout court d'ailleurs. Et puis on retrouve, on pourra revenir dessus, on trouve la RDC. La République démocratique du Congo produit, et notamment au Katanga, au sud de la République démocratique du Congo, 64 ou 66% de la production mondiale de cobalt. Le cobalt est indispensable pour la transition énergétique. Vous avez tous du cobalt sur vous, probablement de RDC. Vous avez 9 grammes de cobalt. C'est un composant indispensable de la batterie de votre téléphone. Et vous avez plusieurs dizaines de kilos, environ 15, 20 kilos, 22 kilos de cobalt dans la batterie de la voiture électrique. Elon Musk promet qu'il réussira à s'en passer bientôt. Il le remplacera par du nickel, ça créera d'autres problèmes. En tout cas, nous avons besoin de cobalt et c'est du Congo que provient l'essentiel de ce cobalt. Non pas que le Congo ait toutes les réserves aux 2/3, mais cette logique de spécialisation minière fait que c'est ainsi que ça se passe. Et puis surtout, à l'Est, vous constatez tout ce que la Chine peut représenter comme production de minerais. Elle se retrouve avec 40, 50, 60, 85% de la production de métaux rares, dont les fameuses terres rares qui sont ici. Alors les chiffres de 2017, c'est 95%, aujourd'hui on est plus à 80%, mais vous avez des pays qui se retrouvent quand même à la tête d'un fabuleux pactole minier. Ils en assument le coût écologique, ça coûte très cher, mais derrière, ils ont un avantage économique relatif, parce que ce sont des petits marchés qui représentent quelques milliards de dollars. Donc ce n'est pas forcément une manne au sens où ça leur rapporte de l'argent de vendre ces métaux, mais surtout, ils ont un avantage stratégique. Ces métaux sont appelés stratégiques. Il y a en France un comité des métaux stratégiques qui se trouve à 200 mètres d'ici, à Bercy. Il y a un bureau qui est tenu par une fonctionnaire de l'État qui rassemble des industriels français et qui met à jour la liste des métaux stratégiques pour la France, sans lesquels vous avez des pans entiers des secteurs industriels français, l'aérospatial, la santé, l'automobile, qui ne pourraient pas tourner. Et donc vous avez des métaux qui sont dits stratégiques et dont la Chine tient à peu près la quasi-totalité. À partir de ce moment-là, ça pose forcément un problème, parce que vous devinez déjà ce que les Chinois ont pensé il y a 30 ans. Ils se sont dit, mais puisque c'est ça, nous allons jouer de cet avantage à notre profit. La Chine n'a pas du tout l'intention de continuer à vendre son métal à 1 euro le kilo. Elle veut vendre la voiture électrique avec le métal à l'intérieur. Et elle vendra sa voiture électrique 100, 1000 fois plus cher. Et donc la Chine poursuit depuis les années 2000 une stratégie de remontée aval de la filière. Elle veut non seulement produire le minerai, mais elle veut produire les aimants, elle veut produire les composants, elle veut produire les batteries et elle veut produire la voiture. Et donc l'idée de la Chine, c'est d'avoir une logique de remontée de la chaîne aval, je l'ai dit, une logique d'intégration de la mine dans sa filière industrielle, dans toutes ses filières industrielles, de sorte qu'elle tienne toutes les étapes de la chaîne, depuis le minerai jusqu'au laboratoire. Et donc, ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle a commencé à arrêter de nous vendre ces minerais, progressivement, soit en imposant des quotas, soit en passant, en actionnant l'arme de l'embargo, notamment en 2000. Elle a d'ailleurs menacé, il y a quelques semaines de cela, vous en avez peut-être entendu parler, d'actionner l'arme des terres rares face aux États-Unis, en menaçant de ne plus exporter ce qu'elle exporte encore de terres rares. La Chine, elle inspire beaucoup l'Afrique. Parce qu'en Afrique, et notamment au niveau de l'Union africaine, on se dit, mais puisque nous avons tous ces minerais, on pourrait peut-être essayer de faire pareil. On pourrait peut-être, nous aussi, faire en sorte que les mines soient un facteur de croissance inclusive. Nous avons un minerai que nous en vendons 3 fois rien, mais si nous agissons avec le levier fiscal, comme ce que fait Kabila en multipliant par 5 les taxes sur le cobalt, ça n'a pas cherché loin, on passe de 2 à 10%. Enfin bon. Et si en plus on actionne un autre levier qui consiste à dire nous allons interdire à un client qui nous achèterait ce cobalt de l'acheter non transformé, nous allons obliger le client à développer un outil industriel chez nous, de sorte que la loi l'oblige à n'exporter ce minerai que transformé à un certain degré de pureté, peut-être même ne plus exporter le minerai mais exporter le métal, alors ça crée des infrastructures au Congo ou ailleurs en Afrique, ça crée des emplois, ça développe des compétences et la mine peut devenir un facteur de croissance inclusive. Et donc c'est ça l'idée qui se trouve notamment dans des rapports de la Banque mondiale et de l'Union africaine, qui est de faire en sorte que le minerai reste le plus possible en Afrique, soit le plus transformé possible en Afrique, et quelque part la Chine inspire l'Afrique. Simplement aujourd'hui, les chiffres dont on peut en discuter, c'est que 15% du minerai, 15% de ce qui est extrait part à l'état de non-minerai. Donc c'est-à-dire que 85% part à l'état de minerai. Donc vous voyez que cette stratégie met du temps à être mise en place. Et puis surtout, les Chinois disent faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que les Chinois vont au Congo et les Chinois ont besoin de cobalt. Ils n'en ont pas et ils achètent le cobalt. 80% du cobalt tombe dans l'escarcelle chinoise et ce cobalt
est transféré vers la Chine, quasiment peu transformé, et il va servir à des chimistes chinois qui ensuite en feront des composants pour la voiture électrique. Et donc aujourd'hui, vous avez une mainmise de la Chine sur le cobalt congolais, et je ne vois pas bien où ça peut bien profiter au Congo aujourd'hui, cette présence chinoise sur le secteur spécifique du cobalt au Katanga. Et donc, selon cette logique de remontée de la chaîne aval, les emplois verts industriels partent en Chine. Vous n'avez pas un panneau solaire qui sera construit encore en France dans les prochaines années. On créera des emplois dans la maintenance et l'installation des panneaux solaires, mais plus dans la production industrielle des panneaux solaires. C'est terminé, c'est fini, ces emplois sont partis en Chine, notamment parce que la Chine a la matière première, mais pas que, parce qu'elle a aussi organisé un vaste dumping. Et cela vaut également pour les batteries des voitures électriques. La batterie de la voiture électrique, c'est 40% de la valeur de la voiture. Or, ces chiffres que vous avez sous vos yeux nous disent que la Chine produit 62% des batteries des voitures électriques dans le monde. Et d'ailleurs, ce chiffre est probablement plus proche de 70%, 80% aujourd'hui. Donc ça veut dire que les emplois verts de l'électromobilité sont partis en Chine. Ce que nous pouvons espérer, nous, en Europe aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir un partenaire chinois qui accepte de nous vendre sa batterie, tant qu'il ne nous vendra pas, parce que bientôt il pense à nous vendre la voiture, plus la batterie mais la voiture. Et puis nous pouvons espérer créer peut-être vaguement un Airbus de la batterie. C'est tout l'enjeu des annonces du président Macron il y a quelques mois, qui dit il faut que nous mettions 700 millions d'euros sur la table. L'Allemagne dit je mets 1,2 milliard pour développer un secteur de la production de batteries en Europe, pour que nous ne soyons pas dépendants à 100% de l'Asie pour ces composants stratégiques de la voiture électrique. Je rappelle que le secteur de l'automobile, c'est 13 millions d'emplois en Europe et 8 millions d'emplois aux États-Unis. Donc vous avez un volet écologique, vous avez un volet industriel, et puis on va basculer sur la géopolitique. Il me reste 7 minutes. Ces ressources, il va en falloir toujours plus. Et les Allemands nous disent, je reproduis des chiffres de l'agence minérale allemande, c'est les mêmes ordres de grandeur. Entre 2013 et 2035, pour toutes nos applications technologiques, énergie verte, technologie médicale, technologie numérique, il va falloir tous ces métaux, mais dans les proportions multipliées par les chiffres que vous voyez à droite de l'écran. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux ? Où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux en espérant échapper à l'emprise chinoise ? Je vais y venir dans les solutions. Et puis, forcément, si on doit aller chercher ces matières premières, à un moment se pose la question de savoir s'il n'y a pas des risques de pénurie d'approvisionnement. Et donc là aussi, les chiffres diffèrent. Vous avez des chiffres qui sont régulièrement mis à jour par les experts et qui disent à ce rythme de croissance de nos besoins, eh bien, l'étain ou je ne sais quel autre métal que je ne lis plus, vous en avez pour 7, 8, 15, 20 ans, 100 ans, etc. Je ne pense pas qu'on manque de métaux un jour. Il y aura toujours un gramme de métal rare à aller chercher quelque part. Les Chinois, les Japonais annoncent il y a quelques mois qu'ils ont découvert des quantités quasiment illimitées de terres rares dans des nodules polymétalliques au fond de l'océan. Donc il y aura toujours un gramme à aller chercher quelque part. Et ces chiffres-là vont en permanence évoluer. Mais la question qui se pose, c'est à quel coût irons-nous les chercher ? À quel coût environnemental est-ce qu'on ira chercher, gratter le plancher des océans à 6 000 mètres de profondeur ? À quel coût économique ? Ça va coûter plus cher que d'aller gratter l'écorce terrestre dans des gisements de classe mondiale. À quel coût énergétique ? Il faut beaucoup d'énergie pour produire des métaux. Il faut beaucoup de métaux pour produire de l'énergie. À quel coût social ? Parce qu'à un moment, quand on va se rendre compte de l'impact écologique toujours plus fort de l'extraction de ces minerais, il se peut que vous et moi prenions conscience que peut-être que les désavantages de cette extraction supplantent les avantages de notre vie connectée et de nos Alexa et autres assistants personnels qui nous offrent à la voix de regarder des vidéos de petits chats. Donc il va se poser ces questions-là, et je pense que les limites, elles sont là. Elles ne sont pas géologiques, elles sont dans notre propre capacité à accepter plus avant que nous ayons à extraire des métaux toujours plus loin. Il ne s'agit pas de revenir au pétrole, il ne s'agit pas de revenir au charbon. Nous sommes responsables du réchauffement climatique. Les énergies carbonées représentent une part importante du réchauffement climatique. Il faut absolument basculer dans un après-pétrole, un après-charbon. Et pour cela, il faut aller vers des technologies qui soient moins gourmandes, moins émettrices de CO2. Pardon. Et donc, OK pour ces technologies-là. Je ne suis pas du tout technophobe et je ne sais quoi. Mais simplement, on ne peut pas juste regarder ce monde plus vert avec des lunettes roses. OK pour y aller, mais je pense qu'il faut que nous tracions ensemble quelques pistes pour rendre cette transition écologiquement soutenable. D'abord, il faut que nous connaissions la vérité écologique des technologies.
J'aime bien ce mot vérité écologique, c'est un mot de Corinne Lepage. Connaissons-nous vraiment la vérité écologique de tout ça ? Compte tenu de tous ces transferts d'impact, de ces externalités négatives, de ces scopes 1, 2, 3, dont nous maîtrisons très très mal la comptabilité, à un moment, comment est-ce qu'au niveau politique, au niveau industriel, au niveau du consommateur, nous sommes mis en face de chiffres qui nous permettent de mieux apprécier l'impact de nos modes de vie plus verts et plus connectés. Savons-nous qu'un téléphone de 120 grammes, c'est 70 kg de matière en amont pour arriver à un produit fini de 120 grammes. Si vous faites un ratio entre 120 grammes et 70 kg de matière, c'est 1 à 583. Donc il faut 580 fois plus de matière en amont que l'objet éthéré et qui renvoie à cette image de pureté que vous avez dans le fond de la poche. Donc est-ce qu'il ne faut pas imaginer qu'il y ait un bilan matière, de la même façon qu'il y a un bilan carbone au dos des billets de la SNCF, pour qu'à un moment, eh bien, quand on achète un téléphone portable, il y ait marqué, voilà, on va faire un trou de 70 kg dans le sol pour que vous alliez acheter votre nouveau téléphone portable plutôt que d'aller chez Back Market. Et tout ce type d'indice, il faut y réfléchir pour que l'information circule et qu'elle soit facilement accessible, parce qu'elle existe, mais simplement, elle n'est pas transformée de sorte que le grand public y ait facilement accès. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être ces scopes 1, 2, 3, mais c'est très intéressant. Le scope 1, c'est naturellement la pollution directe du produit. Le scope 2, c'est les énergies grises. Et le scope 3, c'est les matières qui ont été nécessaires pour produire les matières, pour produire les matières, pour produire les matières, pour produire le produit fini. Et en fait, aujourd'hui, la France oblige, c'est mal mis en pratique, mais oblige les industriels à calculer leur scope 3, de sorte que les industriels aient une meilleure connaissance de la pollution indirecte qui est générée par leur activité, et de la sorte, on améliore cette connaissance de la vérité technologique, écologique de nos modes de vie. Il faut mieux assurer la traçabilité de la matière, ça c'est très important. Il faut que nous sachions d'où vient la matière. Aujourd'hui, l'industriel, il dit « moi, j'achète pas de cobalt, j'achète une batterie ». Donc Carlos Ghosn, quand on vient l'embêter parce qu'il y a peut-être des enfants qui travaillent dans les mines de RDC pour extraire du cobalt et qu'on retrouve ce cobalt dans les batteries de Renault, il dit « mais moi, j'achète mes batteries à Samsung. Pourquoi est-ce que vous venez m'embêter et aller voir Samsung ?» Mais ça, c'est plus possible. Et la responsabilité élargie de l'industriel, qui peut s'appliquer à l'aval du produit lorsqu'il faut le recycler, elle doit s'appliquer également à l'amont. Et sa responsabilité, ça implique aussi qu'il sache précisément d'où vient la ressource et qu'il ne puisse plus se cacher derrière un paravent d'intermédiaires pour dire qu'il n'est pas au courant. Et je sais qu'il y a le CDE dans la salle qui m'écoute. Et pour cela, je regardais juste une carte des terres rares. Des terres rares, on en trouve partout. On pourrait tout à fait aller chercher des terres rares ailleurs qu'en Chine. On pourrait tout à fait aller chercher des terres rares au Canada. On pourrait aller chercher des terres rares en Amérique latine. On pourrait aller en chercher même en Europe. La traçabilité de la matière est peut-être plus facile si on va vers des pays qui sont, avec lesquels on peut espérer une plus grande transparence. Et puis peut-être que la traçabilité est encore meilleure si on extrait ces métaux chez nous. Question scandaleuse, mais après tout, est-ce qu'il ne faut pas aller extraire ces métaux chez nous? Parce qu'au moins on saura d'où vient la matière, on saura mieux l'extraire, on saura mieux la raffiner en respectant nos propres réglementations, avec le contrôle de la société civile, avec le contrôle des médias, comptez sur moi, et peut-être que finalement, on produit des minerais de façon plus propre en étant plus indépendant au niveau de l'extraction en Europe qu'en allant se tourner vers la Chine. Et peut-être qu'ouvrir des mines en France, c'est une excellente décision écologique. Je sais, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, il existe Eramet en Nouvelle-Calédonie, et toutes ces entreprises, Apollo, Savannah Resources, European Lithium, disent qu'elles peuvent extraire du lithium en Europe, parce que vous voulez des voitures électriques, mais il va bien falloir aller chercher du lithium. Et donc, tant qu'à faire, il y a des gisements de lithium au Portugal, en Autriche et aussi en Scandinavie. Et tout ça, ça peut faire partie de ce qu'on appelle la mine responsable. Je ne crois pas à la mine propre, mais la mine responsable, je pense qu'on peut faire, et je préfère la mine responsable chez moi que la mine irresponsable ailleurs. Il faut rationaliser la ressource, j'ai encore 1 minute. Rationaliser la ressource, c'est bien évidemment l'économie circulaire. Alors avant le recyclage, il y a la collecte, et puis l'économie circulaire, c'est infiniment complexe à mettre en œuvre, mais à un moment, si vous voulez qu'on découple la croissance de nos modes de vie et de nos économies avec la croissance de la production de matière, si on veut que d'un côté, nos modes de vie augmentent, mais qu'on ait besoin de moins de ressources par euro de richesse produit, il va bien falloir qu'on réutilise cette ressource à des prix qui sont probablement beaucoup plus élevés que ceux auxquels on a accès aujourd'hui à la ressource lorsqu'on va se servir à la mine.
Cette phrase du gouvernement français est très belle. Dans la feuille de route d'économie circulaire, c'est un vœu pieux, mais je vous la donne quand même. Si le XXe siècle a été le siècle de la rationalisation des coûts du travail, le XXIe siècle sera le siècle des gains de productivité sur les ressources. Et puis, bien évidemment, la question la plus vertigineuse et la plus abyssale qui soit, comment est-ce qu'on change nos modes de consommation ? Parce que finalement, toute la question qui nous est posée, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis en train de regarder un petit peu les choses autour du numérique, nous allons avoir en 2030, je crois, 50 milliards d'objets connectés. Nous allons avoir besoin eh bien, de développer le réseau Internet dans des conditions, dans des proportions absolument colossales, avec bien, plus de matières premières, plus d'électricité, plus d'énergie, plus de gaz à effet de serre. Pour quels besoins ? Et il y a une vraie question à se poser ici, évidemment, qu'on a à peine effleurée, et qui nous renvoie à cette merveilleuse phrase de Einstein, « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation passionnante et qui donne matière à discussion. Donc, oui, je disais merci pour cette présentation passionnante qui donne matière à discussion, c'est le cas de le dire. Et alors moi j'ai une question pour laisser un petit peu le temps aux uns et aux autres de réfléchir à leurs questions dans la salle. Vous avez bien montré qu'il y a un dilemme fort entre d'un côté le choix d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de ressources stratégiques et d'un autre côté toute la pollution qui y est associée et que d'un côté la Chine a privilégié la question de l'approvisionnement et de la sécurité de l'approvisionnement, alors que les pays occidentaux ont choisi plutôt de ne pas avoir de pollution associée. Vous travaillez depuis quand même plusieurs années sur ces questions, vous disiez au moins 6 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que sur la période, depuis que vous avez commencé à vous intéresser à ces questions, les positions évoluent ? Et notamment côté chinois, on voit bien que les problématiques de pollution sont de plus en plus prégnantes et sont dans le débat public, et le gouvernement chinois a une pression des citoyens sur cette question. Et inversement, côté occidental et notamment Union européenne, est-ce que avec la montée des tensions commerciales aujourd'hui et la conviction qui se diffuse que ça peut être l'objet effectivement de décisions politiques qui prennent entre guillemets, qui ont des conséquences économiques directes. Est-ce que en fait, de part et d'autre, il y a des évolutions des positions ? Voilà la question. Alors, il y a une double évolution. Côté chinois, côté occidental. Côté chinois, l'environnement est l'une des principales causes de troubles sociaux en Chine. C'est l'une des principales causes de manifestations, par ailleurs interdites en Chine, parce que les Chinois étouffent. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, c'est tellement désastreux qu'à un moment, le gouvernement chinois ne peut plus juste privilégier la quantité de croissance, il est obligé de la teinter d'un peu de qualité. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles la croissance chinoise baisse, c'est parce qu'on a fermé un certain nombre d'entreprises dans des secteurs les plus polluants, d'industries lourdes, et bon, pour pouvoir simplement en fait améliorer l'environnement progressivement. D'ailleurs j'étais à Pékin le mois dernier, il y a moins de jours d'apocalypse, comme on dit, c'est-à-dire où vraiment c'est tellement saturé qu'on ne peut même plus respirer cette année qu'il y en avait il y a 2 ou 3 ans. Donc il y a une amélioration réelle qui est poussée par une demande populaire. La légitimité et donc la survie du Parti communiste est en jeu. Et donc, appliqué aux métaux rares, ça donne quoi ? Ça donne, nous avons toujours besoin de ces métaux rares, nous allons moins extraire ces matières premières chez nous, parce qu'en plus on risque d'en manquer, parce qu'il y a aussi des pénuries qui se posent côté chinois, notamment sur les terres rares lourdes. Et en revanche, nous allons développer des partenariats avec, par exemple, l'Afrique, et on trouve des tas d'intérêts chinois dans l'industrie des terres rares, par exemple en Afrique, à divers degrés, que ce soit la mine. Et en fait, la Chine, finalement, exporte sa pollution à son tour, et ça m'a été dit comme ça.
en allant finalement ouvrir des mines ailleurs, celles qu'elle n'ouvre pas chez elle, et en se servant ailleurs de ces minerais qui du coup ne polluent plus chez elle. Donc ça, c'est une première évolution. On peut développer davantage. Les mines de graphite que vous avez vues, ma fixeuse chinoise, donc ma guide chinoise, m'a dit « Je ne peux pas te garantir quand tu y seras qu'elle sera ouverte, cette mine, alors que pourtant l'information disait qu'elle était ouverte 3 mois plus tôt. » Parce que du jour au lendemain, eh bien, vous avez le Parti communiste local qui arrive et qui ferme la mine et qui ferme l'usine. Et vous n'avez pas voix au chapitre quand vous êtes industriel. Vous devez vous plier à cette décision-là. Les voies de recours judiciaires sont vaguement existantes ou quasiment pas existantes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une capacité du gouvernement à eh bien, imposer des décisions qui sont bonnes pour l'environnement, pas bonnes pour le tissu industriel. Mais ça change très vite. Et finalement, ces mines étaient ouvertes, les usines étaient ouvertes. Mais je ne savais pas où j'allais et tout ferme du jour au lendemain. Voilà un peu comment ça se passe. Côté occidental, il y a quand même une prise de conscience avec un embargo informel sur les terres rares à destination du Japon notamment et aussi des États-Unis en 2010. C'est ça qui crée le COMES, le Comité des métaux stratégiques en France. C'est ça aussi qui génère la première liste de métaux critiques au niveau de la Commission européenne. Donc il y a cette prise de conscience par les industriels, et pas seulement, par le politique aussi, que la situation est problématique et qu'il faut agencer des embryons de politique publique. Donc voilà, ça quand même, il y a un avant et un après septembre 2010, au moment où s'est produit ce fameux embargo. Alors, ça fait 1 an et demi que j'ai publié le livre. Alors oui, j'ai vu pas mal de politiques. Et j'ai vu des politiques au Sénat, au Parlement. J'ai été voir quelques conseils du président à l'Élysée. J'ai vu des anciens premiers ministres. J'étais hier avec François de Rugy au ministère de l'écologie. Et la réaction, je trouve, est assez la même partout. C'est passionnant ce que vous dites. Et oui, c'est un vrai sujet. Et deuxièmement, par où on commence ? Et il y a aussi une immense, comment dirais-je, on est un peu tétanisé par les enjeux et c'est tellement gigantesque que je vois mal, et j'ai pas vu, si vous voulez, à part parler de plus de recyclage et de plus d'économie circulaire, concrètement une volonté politique de prendre à bras-le-corps le problème et d'agir sur la question des approvisionnements et même davantage sur la question du recyclage et de la fuite de déchets, etc. etc. Donc voilà, c'est un temps très long, le temps minier. Toutes ces questions industrielles sont absolument gigantesques. Et donc, le politique, je ne le trouve pas excessivement réactif. En tout cas, c'est de mon point de vue très subjectif que je vous parle par rapport à ces enjeux. Et mis à part qu'il y ait une meilleure prise de conscience, ça ne se traduit pas dans les actes. Merci. Donc, on a 1 demi-heure pour les questions. Donc, je vous propose... Là, on a 2 questions ici. On va prendre les questions. On va prendre 3 questions d'affilée. Ce que je vous demande, c'est si vous pouvez vous présenter et puis essayer de faire des questions assez courtes. D'accord. Sylvain. Je m'intéresse à toutes ces questions énergétiques, etc. En fait, j'ai trouvé que votre présentation a été assez stressante parce qu'en fait, on a l'impression quelque part parce que en fait, vous utilisez le futur, pas le conditionnel. Plein de fois, vous avez dit ça va l'OCDE, en fait, d'après l'OCDE, c'est ça qui va se passer, etc. Alors que je pense qu'il y a une question de choix. Et c'est comme si on vous présentait le futur sans que, justement, cette première étape d'évaluation des impacts, vous dites qu'il y en a qui a des fois elle est faite, etc., mais que sans cette question d'évaluation des impacts qui a été vraiment faite ou perçue par les gens. Donc c'est comme si, on va dire, on va vers là-bas, obligatoirement, mais sans avoir réfléchi, en fait, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? Et moi, ma perception, en fait, c'est que c'est pas raisonnable d'aller vers une telle multiplication des usages des métaux, à la fois parce que les ressources sont finies, ce qui est prouvé, que du coup, plus on utilise des ressources, moins en fait les minerais où il y a le plus de pourcentage vont être utilisés, donc plus ça coûtera d'énergie. Et voilà, pour l'instant, l'énergie qu'on utilise, à mon avis, dans les mines, c'est bien les combustibles fossiles. Hein. Donc, je crois que c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux mines. Enfin, c'est cet ordre-là. Donc, c'est énorme, en fait. Et donc, tout ça me fait dire qu'on ferait mieux de réfléchir et
à ne pas aller dans cette voie. Et aussi, moi, je suis très sceptique sur la voiture électrique. En fait, pour la voiture électrique, il va falloir produire l'électricité, toutes ces batteries, etc. Enfin, pour produire une voiture à l'heure actuelle, la voiture normale, c'est 3 tonnes de CO2. La voiture électrique, c'est 6 tonnes de CO2. Je cite juste des chiffres de l'ADEME, d'une étude que j'ai vue. Donc, en fait, ma question, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'un tel scénario est possible et de manière écologique, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'il faut réviser en fait notre scénario et se dire, OK, d'accord, les technologies, c'est peut-être possible, mais à une échelle moindre. Peut-être pas chacun sa voiture électrique, peut-être pas chacun son smartphone, peut-être pas tout ça. Voilà, réduire vraiment la voilure pour préserver les ressources, pour préserver le climat aussi, puisque là, en fait, le climat, c'est dès maintenant qu'il faut agir. Voilà. Excusez-moi pour la longueur de la question. En fait, vous ne l'avez pas dit, mais ce que vous dites, c'est low-tech, sobriété, décroissance. Et ces mots qu'on est obligé de regarder en face quand on voit ces chiffres, aucun industriel n'est dans cette logique-là. Et si vous voulez, je suis d'accord avec vous, j'ai utilisé effectivement le futur parce que c'est comme ça que c'est annoncé, parce que compte tenu de la croissance économique, compte tenu de la rapidité des révolutions que nous connaissons et compte tenu aussi de la méconnaissance de ces enjeux-là, parce qu'en réalité, peu de gens prennent vraiment conscience de toute la matérialité de cette transition, et également compte tenu du logiciel qu'on a dans le cerveau, qui n'est absolument pas câblé pour ces quelques mots que j'ai posés, que vous n'avez pas dit, mais qui apparaissent en filigrane. Je vois mal, à moins d'une gigantesque crise, comment est-ce qu'on va pouvoir en prendre conscience avant qu'effectivement on se retrouve face à des situations qui soient irrémédiables. Donc c'est pour ça que j'utilise le futur, à moins qu'effectivement, et le conditionnel s'impose évidemment, si cette prise de conscience est permise par, à mon avis, quelque chose qui va être une forme de crise. Je ne sais pas laquelle, ni comment, ni quand, mais aujourd'hui, rien ne semble nous permettre de prendre conscience de cela. Je voulais juste une discussion, parce que je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais avec Dominique Bourg, qui est un philosophe très impliqué sur les questions environnementales, et je lui dis, parce que ça fait écho à ce que vous dites, et je lui dis, mais en fait, on est vachement sympa, nous, 70 millions d'habitants, de commencer à parler d'autres modes de consommation, de partage, d'économie de l'accès, etc. Mais vous avez 1,4 milliard de Chinois qui n'en ont rien à carrer de tout ça, quoi. Il y a une volonté, une matérialité, un matérialisme, un consumérisme en Chine qui est absolument dingue. Ils veulent qu'une chose, c'est ils veulent vivre comme des Américains, c'est leur rêve. En 2049, il faut qu'ils soient aussi riches individuellement que des Américains. Donc, à un moment, qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert, nous, 70 millions, si en face, on a un peuple qui est 20 fois plus important que nous en nombre et qui, lui, au contraire, n'a qu'une soif, c'est de rattraper son retard. Et il me répond, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, nous, on a eu la croissance, mais l'effet boomerang est venu après. Eux, ils ont la croissance et l'effet boomerang en même temps. Et ils sont vachement plus conscients de ces enjeux environnementaux, alors que pourtant ils sont dans une phase de croissance de leur consommation. Et donc on peut espérer que, et déjà il y a des signes qui le montrent, que la transition énergétique, une transition écologique, soit faite par eux, parce qu'ils assument directement l'intégralité des coûts de leur mode de vie, plus connecté, plus, etc., plus consommateur de ressources. Donc je vous laisse avec cette discussion qui était intéressante et qui laisse peut-être à penser qu'effectivement il faut employer le conditionnel. Bonsoir, Jean-Louis Verdeau. Donc, je suis enseignant dans un master à l'École des Ponts. On nous parle de la taxe carbone comme d'un magnifique instrument qui va régler tous les problèmes de la réduction des émissions du satanique CO2. Bon, très bien. À quand une taxe sur les pollutions importées, par exemple des terres rares, que ce soit dans l'extraction minière ou dans les raffineries? Et quand je parle de pollution, je ne pense pas qu'à l'environnement, mais aussi au social, vu les conditions souvent moyenâgeuse pour employer un terme trivial, en RDC, en Chine et ailleurs. Merci. En fait, la matière première que nous achetons, enfin, c'est tant est que nous achetons la matière première, mais quand on l'achète, son prix est complètement sous-évalué par rapport à son prix réel. Et donc, déjà, une taxe, elle serait probablement nécessaire, parce que ce serait un correctif
qui déjà permettrait au niveau du consommateur d'avoir une meilleure perception du coût réel de telle ou de telle ou de telle ressource qui a été extraite, transformée dans un pays où les réglementations environnementales n'ont pas forcément été respectées et qui du coup ce serait un correctif nécessaire pour avoir dans nos mains des technologies au vrai coût. Et après, on peut rentrer dans la question de savoir quelle est la structure du coût d'un téléphone portable, c'est encore une autre histoire. Mais oui, comme vous le savez aussi, nous avons choisi la territorialisation de la comptabilité carbone. C'est-à-dire que si le téléphone est fabriqué en Chine, c'est la Chine qui assume la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre générées par la fabrication de ce téléphone. C'est vous qui allez l'utiliser, mais ce n'est pas vous qui en assumerez la comptabilité carbone. C'est la Chine qui l'assumera. Et donc, en fait, à un moment, se pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on rééquilibre cette comptabilité carbone, comment est-ce qu'on fait une double comptabilité, de sorte qu'on n'ait pas l'impression de moins polluer parce que nos émissions de carbone baissent, alors qu'en fait, eh bien, finalement, ces émissions de carbone, qui devraient être pourtant les nôtres, parce que c'est nous qui utilisons les produits, est assumée par d'autres. Donc ça peut être aussi un correctif comptable. Voilà. Et puis, quant à la question de votre taxe, de la taxe dont vous parlez, il faut en parler à l'OMC, je ne sais pas comment ils réagiront. Monsieur, puis madame. Merci beaucoup. Je loue vraiment la pertinence de votre travail. Oui, je loue vraiment la pertinence de votre travail et surtout de la manière dont vous posez la problématique avec acuité. J'avoue franchement que je n'avais pas pensé que quand on parle de la transition énergétique, qu'on manquera des ressources pour construire des technologies qu'il faut. Mais enfin, je vous remercie également surtout pour avoir respecté la tradition des chercheurs en sciences sociales, de formuler des recommandations et surtout de proposer des solutions. Surtout en termes de recyclage, parce que quand j'ai entendu la problématique, quand j'ai vu que vous avez posé la problématique, moi, j'ai immédiatement pensé au recyclage. Je pense que ça reste quand même une clé de voûte ou quelque chose de très important en matière de gestion de cette problématique. Mais en termes justement de recommandations, et justement, je trouve que vous avez oublié quelque chose de très important qui est l'invention. Quand vous parlez de recyclage, vous parlez de l'innovation qui est très important justement en termes de production des connaissances, et en termes de production de technologies également. Mais l'invention, c'est aussi très nécessaire, qui est au fait à la fin une forme avancée de l'innovation. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on n'avait pas pensé qu'il y aurait une voiture. Je lisais l'histoire de la voiture. Ça fait 100 ans, plus ou moins 100 ans qu'on n'avait pas pensé à la voiture. Imaginez l'avion, le téléphone portable tactile. Moi, je l'ai vu il n'y a pas même 10 ans. Donc, il faut aussi croire que l'homme dispose des facultés d'invention qu'à un moment donné, imagine si demain, quelqu'un nous dit, voilà, j'ai trouvé la manière de stocker la chaleur. Voilà, donc, il s'agit au fait, je pense, d'une valeur ajoutée ou quelque chose que vous aurez oublié, qu'il faut aussi apostropher sur l'invention et le pouvoir inventeur de l'humanité. Mais bien sûr, et d'ailleurs, il y a des tas d'innovations dans le recyclage, la substitution. On parle beaucoup de nouveaux matériaux. Regardez par exemple comment l'industrie aérienne essaie de se réinventer en développant toujours davantage de nouveaux matériaux carbone, l'impact matière de toutes ces technologies-là. Bien évidemment qu'il faut absolument continuer à innover. Et puis, vous avez parlé également du stockage de la chaleur. Bon, le stockage de l'électricité, c'est l'un des grands sujets qui arrivent. Aujourd'hui, on n'y arrive pas ou très mal, c'est très difficile. Mais on va vers de tels progrès absolument colossaux que si demain, on arrive à stocker l'électricité, je veux dire, c'est une révolution. J'en parlais avec un expert d'Air Liquide qui essaye de trouver la solution à la batterie à hydrogène. Et qui disait, mais le jour où on met au point cette technologie à un coût acceptable, mais je veux dire, tout est révolutionné, on n'a plus besoin de pétrole. Vous avez des centrales solaires qu'on est obligé de débrancher parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'électricité qui est générée par ces centrales solaires. C'est-à-dire que demain, on stocke des quantités colossales d'électricité. Et donc demain, en fait, on peut tout à fait, eh bien, grâce à ce stockage-là, eh bien, imaginer... enfin, ce stockage permettrait de réinventer complètement nos modes de vie et nos modes de vie seraient peut-être
beaucoup moins intensif d'un point de vue matière, etc. Donc, bien évidemment, hein, il faut absolument évoquer ça, et je vous recommande d'ailleurs quelques travaux absolument fabuleux, notamment de Michio Kaku, qui est un physicien américain qui a écrit des bouquins absolument passionnants sur le futur des technologies dans tout un tas de domaines. Vous avez envie de vivre 150 ans lorsque vous lisez à quoi ressembleront les villes demain, à quoi ressemblera la médecine demain, à quoi ressembleront les nouveaux matériaux demain et l'énergie demain. Attention à ne pas croire que la technologie va tout régler. Et attention à ne pas penser que par la grâce d'une transition technologique, tous nos problèmes règlent. Une technologie crée autant de problèmes qu'elle n'en règle. Et donc il faut faire, je pense que c'est contre ce solutionnisme technologique que je mets en garde, si je puis me permettre. Un mot aussi, juste pour vous dire qu'une technologie n'est jamais faite pour vous faire consommer moins. Elle est faite pour vous faire consommer plus. Et si d'un côté, vous avez un gain matière, un gain énergie pour une nouvelle génération technologique qui vient remplacer la précédente, ce gain-là est automatiquement compensé par le surplus de consommation que va générer cette technologie, le fameux effet rebond. Effet excessivement mal calculé d'ailleurs. Il y a très peu de recherches qui sont poussées pour essayer de mettre des chiffres sur la perte automatique de gains que génère la consommation, le surplus de consommation qu'a généré une nouvelle technologie qui elle-même promettait des économies. Et donc voilà, ces effets rebonds sont absolument insidieux, mal appréhendés, mal calculés, mais ils nous renvoient toujours à l'idée que la technologie ne peut pas être toute la solution, même si évidemment nous sommes d'accord, je ne suis pas technophobe, il faut absolument développer les technologies pour pouvoir mieux notamment stocker l'électricité. Je pense que c'est l'un des grands enjeux qui nous attend. Oui, bonsoir. Je suis Anne-Marie Dvorazek et je suis journaliste. Mais ce n'est pas la journaliste qui va vous poser la question. En écoutant votre exposé, j'ai froid dans le dos. Et je vais aller sur la gouvernance, la géopolitique et la gouvernance mondiale. Quand vous nous dites que l'extraction, la transformation et le produit fini est fait par la Chine, et que la Chine revend après aux grandes compagnies qui fabriquent des moteurs et tout le reste, on se retrouve à se dire que si l'Europe, un peu le monde, prend la Chine pour tout transformer, et qu'aujourd'hui, dans l'économie mondiale, la Chine a son mot à dire sur tout. Où est l'humain? En écoutant votre exposé, on se dit profit d'abord, économie d'abord, l'homme après, l'environnement après. Où est l'espoir dans tout ça? Et quand on voit le continent africain, on sait très bien que ces gouvernements sont plutôt aux ordres, reçoivent, mais n'ont pas d'ordre à donner. Parce que je connais quelques contrats bruts que, par exemple, les Chinois font au niveau de l'Afrique. On est content de les avoir parce qu'ils amènent les dollars, mais les matières que nous les vendons, on ne sait même pas qu'est-ce qu'eux-mêmes vont extraire dedans. Quel est l'espoir pour qu'un jour, dans tout ça, où est l'humain dans tout ça? Où est l'environnement dans tout ça? Est-ce qu'on va laisser tout simplement le profit l'emporter sur le reste? Merci. Comment je vous réponds de façon très courte? Je ne sais pas. Je suis comme vous, je me pose exactement les mêmes questions. Nous vivons dans un monde beaucoup plus transparent aujourd'hui que précédemment. Il y a une société civile qui est plus puissante, vous avez des médias qui sont beaucoup plus divers, qui rapportent davantage d'informations à ce sujet-là. Si je devais juste, parmi diverses possibilités de réponse à votre question, voir de l'espoir, c'est d'abord vous dire que dans ce monde ultra connecté, où l'information circule très vite et où il y a moins de place pour la vie privée, mais donc plus de place pour la transparence, et bien quelque part, cette information remonte plus vite, elle est plus facilement partageable, elle est visible. Or, ce sont les images qui gouvernent les émotions et qui amènent à l'action. Et donc, si je vois de l'espoir, c'est notamment cette capacité à partager tout ça par le biais de cette information qui est plus accessible. Et cette information permet peut-être d'avancer. Bacon disait, le savoir, c'est le pouvoir. Et nous sommes dans un âge où on a toute capacité à savoir.
Mais pour moi, cette transition, c'est une reproduction de rapports de domination. La transition est écologique et solidaire, selon les mots le ministère de l'écologie a appelé... le ministère de l'écologie s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire, mais moi, je ne vois aucune solidarité là-dedans. C'est la reproduction de rapports de domination. Oui, je présente donc Hervé Maurice, je suis un ancien de l'AFD, maintenant je suis consultant indépendant. Je reviens sur le mot rare. On est rare à un certain niveau de prix. Est-ce qu'on peut imaginer, premièrement, alors, question, qu'est-ce qu'on sait des réserves en terres rares? Je veux bien croire qu'on puisse mettre le mot rare au niveau d'une estimation globale sur l'ensemble de l'écorce terrestre, soit. Est-ce qu'on a vraiment une idée claire des masses de gisements accessibles? Et évidemment, en fonction des niveaux de prix. Si on multiplie les prix par 10, eh ben, ma foi, elles seront moins rares, bien sûr. Deuxièmement, j'imagine que des pays comme, quand on voit comment se passe l'extraction dans des zones comme celle de la RDC, sur quelques métaux intéressants, ça se fait de façon très, très artisanale. Or, on sait bien historiquement que sur des métaux comme l'or ou même le cuivre, lorsqu'il a été exploité comme ça, ce qui se ramasse au niveau des extractions de ce type, c'est quelques pourcents de ce qui est ensuite extractible par des méthodes industrielles modernes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce niveau de rareté? Il est absolu, il est simplement à un niveau de prix donné. Est-ce que la RDC, est-ce que, je ne sais pas quoi, moi, est-ce que le Ghana, que sais-je, peut-être la Guyane, ne sont pas des dépôts inconnus à ce jour d'un certain nombre de ces métaux? Notre connaissance des gisements disponibles permet de répondre en partie à votre question. On pense ce métal extrêmement rare, où on connaît certains gisements très précis, et puis tout d'un coup on découvre de nouveaux gisements de classe mondiale, où on découvre que du dysprosium, il y en a au fond de l'océan, et que cette terre rare, qui est très rare en fait, est peut-être moins rare qu'on ne le croyait, parce que notre connaissance des ressources terrestres et marines, et pourquoi pas extraterrestres, tant qu'à faire, tend à montrer que l'horizon est constamment repoussé. Donc ça c'est en permanence évolutif. Ça dépend également des technologies disponibles. On est déjà capable aujourd'hui d'aller extraire du cobalt, des rebuts de cobalt. De la même manière que si vous allez à Johannesburg, vous voyez ces gigantesques montagnes qui sont en fait des rebuts de l'industrie de l'or aurifère. Mais en fait, les Chinois réextraient de l'or de ces rebuts grâce à de nouvelles technologies. Donc là aussi, la technologie vient bien évidemment déterminer la rareté. Et tout est fonction du prix. C'est aussi rare que le prix qu'on veut bien mettre pour aller l'extraire. Si vous avez un métal qui ne vaut rien, il n'y aura personne pour aller l'extraire. Et vous pouvez avoir la technologie, vous pouvez connaître où sont les gisements. Eh bien, en réalité, s'il n'y a pas de modèle économique derrière, eh bien, il n'y aura pas de production. Inversement, si le prix du cobalt est multiplié par 3, comme ça a été le cas entre 2016 et 2018, et puis maintenant c'est un peu baissé, enfin ça a même beaucoup baissé, mais si vous avez effectivement des flambées de prix sur des métaux et que vous avez une rentabilité extraordinaire, eh bien nécessairement vous allez avoir un indice de rareté. Il n'y a pas d'indice de rareté, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais qui va nécessairement baisser, puisque vous allez avoir davantage l'outil industriel va être naturellement porté à extraire davantage ce minerai, puisqu'il saura qu'il y retrouve son bénéfice. Donc c'est au croisement, mais c'est très schématisé, il faudra en parler même avec des économistes, mais au croisement de ces trois critères, vous avez la rareté qui est excessivement évolutive, et finalement, voilà, tout cela n'est pas vraiment rare, mis à part quelques minerais vraiment excessivement rares dans l'écorce terrestre, vraiment, mais en réalité, vous avez toujours la capacité à en trouver suffisamment d'abondance, en quantité suffisante, par rapport à la demande. Aujourd'hui, si une pénurie devait exister, elle serait extrêmement limitée dans le temps et dans l'espace. On trouverait des solutions. Voilà, je ne sais pas si je vous réponds, mais le prix est un déterminant forcément de tout cela, bien sûr. Je ne sais pas si je vous réponds correctement ou pas. Merci. Donc, il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de cette rencontre. On va prendre 3 questions, si vous pouvez enchaîner. Et puis, Guillaume conclura sur la base de ces questions. Et après, il y aura des personnes derrière. Bonjour, je suis Élie Crespin, je suis étudiant en droit des affaires.
Vous parliez de l'économie circulaire, et est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui nous permettent de savoir si, je sais pas, des études, des estimations industrielles, voire des exemples industriels, qui nous permettent de savoir si c'est viable économiquement, par exemple d'imposer un modèle d'économie circulaire à nos entreprises en interne, par exemple, ou est-ce que c'est complètement tributaire d'innovation, d'hypothétique innovation, ce type de système? Ok, monsieur qui est en bleu demande le micro depuis tout à l'heure, donc on va lui donner la parole. Bonjour, je suis Ahmed Chehbouni, je suis professeur à la fac de sciences de Marrakech. Bon, vous optez pour une transition énergétique à visage humain, c'est-à-dire global, où tout le monde en profite. Donc vous êtes contre la situation actuelle où d'autres pays en profitent et les autres polluent. Mais il faut changer le paradigme politique, il faut changer les rapports économiques. J'étais entre l'Occident et plus particulièrement l'Afrique. Il y a 2 semaines, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et c'est l'un des premiers producteurs du café et du cacao. J'ai visité tous les supermarchés pour acheter du café et du chocolat, et je ne les ai pas trouvés. Donc, c'est vraiment paradoxal. Et donc, il faut changer le politique, il faut changer les rapports de force. Et quoi, ce que vous avez dit sur la Chine, il est bien accepté en Afrique. Il n'a pas d'armée, il tue personne, il bombarde personne, il construit des routes, il construit des hôpitaux. Donc, l'Afrique a pris la Chine a pris beaucoup d'avance. Et il faut, comme je dis, il faut changer, c'est le politique. C'est au niveau politique qu'il faut vraiment que la France en particulier se réveille et que cette politique coloniale est révolue. Merci. Bonjour, Emmanuel Meuch, anciennement Institut de l'économie circulaire et bientôt à l'IFSTAR. J'avais une question sur la prise de conscience du politique. Donc vous avez mentionné qu'il y avait une prise de conscience qui commençait à émerger, mais assez peu d'action. J'avais une question justement. Vous mentionnez le fait que depuis 2011, il y a des réflexions au niveau européen sur les ressources stratégiques et il y a des réflexions aussi en France au niveau de Bercy. Quel a été le rôle du coup de ces instances-là? Est-ce qu'elles se sont contentées de faire une liste de ressources stratégiques? Est-ce que ça s'est arrêté là? Est-ce qu'il y a eu d'autres recommandations? Et s'il y a eu des recommandations, sur lesquelles des piliers que vous mentionnez, des pistes d'action, ont-elles porté? Merci. Merci pour votre commentaire, monsieur. Pour répondre à votre question, et puis ça nous emmène à la vôtre, en fait, toutes les recommandations, elles sont archi connues. Et il y a des rapports, mais à la pelle, qui ont été produits. Et il y en a encore un là qui vient d'être produit par le Conseil économique et social et environnemental. Que faut-il faire, etc. Et toutes les pistes d'action qui ont été notamment produites au niveau de Bercy et ailleurs, elles sont maintenant tout à fait listées. Ça va de la comment est-ce qu'on réouvre potentiellement des gisements, des mines en Europe pour être indépendant sur nos approvisionnements, ou comment est-ce qu'on va aller chercher ce minerai auprès d'autres pays en dehors de l'Europe avec lesquels on peut espérer avoir des rapports commerciaux stables sur le long terme. Ça parle bien évidemment beaucoup d'économie circulaire, ça parle d'intelligence minérale. Il faut savoir de quelle matière on a besoin, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises. Vous avez des groupes de travail au COMES en fait, qui chacun en fait, s'intéresse justement à un volet précis de toutes ces actions politiques et qui doivent être menées. Et donc, voilà, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt sous l'angle du recyclage et de l'économie circulaire que le sujet est le plus engagé politiquement, parce que c'est ce qui nous parle le plus en fait, et puis peut-être parce que c'est ce qui est politiquement le plus payant. C'est le sentiment que j'ai. On va pas commencer à parler d'ouverture de mines en France, ça c'est vraiment le truc, à part Montebourg qui a été assez fou pour en parler, je vois pas trop qui aurait intérêt à cramer son capital politique pour aller évoquer ces choses-là. La Commission européenne travaille beaucoup notamment à des partenariats avec des pays d'Amérique latine. Il y a une vraie diplomatie minérale plus forte
en Europe qu'au niveau français pour aller voir s'il n'y a pas quelques métaux rares à aller chercher du côté du Brésil, du Chili, de l'Argentine. Et puis, c'est le recyclage qui me paraît être l'économie circulaire parce qu'il y a un réservoir d'emploi, il y a un gros gisement d'emploi dans la collecte, dans la réutilisation, la réparation, le recyclage de toutes ces matières-là. Donc, j'ai le sentiment, mais c'est très très long. Et puis en plus, alors, vous avez des métaux qu'on recycle très bien. Et puis vous avez des champions européens du recyclage de métaux. Vous avez Umicore en Belgique qui recycle énormément de ces métaux. En Suède, en Allemagne, il y a également une industrie du recyclage qui est existante, qui est compétitive, qui innove, etc. Et puis après, vous avez voilà. Donc c'est au niveau de ce volet-là que je dirais que c'est peut-être là qu'il y a le plus d'effets d'action qu'on pourrait mener. Mais moi, j'ai quand même le sentiment, d'une manière générale, que ce sont des crises qui sont rampantes et à moins qu'à nouveau il y ait une crise des terres rares avec la Chine, à moins qu'il y ait un choc psychologique, je ne vois pas trop comment est-ce que les choses peuvent vraiment bouger. Alors ça bouge au niveau européen en ce moment, c'est très intéressant, parce qu'en fait ça bouge au niveau de la batterie de la voiture électrique. Et parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de batterie ou quasiment pas de producteur de batterie, et que si on veut en avoir, il faudrait peut-être qu'on ait le lithium. Alors tout d'un coup, au niveau de la Commission européenne, on commence à se poser la question de savoir où est-ce qu'on va chercher le lithium en Europe. Et donc là, ça commence à bouger sous cet angle-là, voiture électrique en Europe. Ça bouge sous un angle sécurité nationale aux États-Unis. Trump n'aime pas beaucoup l'idée de devoir dépendre des terres rares chinoises pour fabriquer des jets F-35 et des missiles intelligents. Et donc ça bouge au niveau de la sécurité nationale et de l'industrie de défense aux États-Unis. Voilà. Et puis effectivement, auprès du grand public, moi j'ai le sentiment que le message qu'il porte, c'est celui de l'économie circulaire, de tous ces objets connectés du quotidien. Mais encore une fois, c'est excessivement long et puis surtout, ce ne sont pas des secteurs rentables aujourd'hui. Comment rentabiliser des années d'investissement dans tel métal rare particulier si on n'est même pas sûr que ces métals soient vraiment importants demain compte tenu de la rapidité avec laquelle les technologies évoluent? Comment financer ça? Comment subventionner ça? Et ça, c'est des casse-têtes. Ça fait des années que je regarde ça. J'ai le sentiment qu'on est un peu tétanisé par ces enjeux-là. Merci, je vous remercie toutes et tous, et tout particulièrement Guillaume Pitron. Pour ceux qui le souhaitent, Guillaume dédicace son livre à la sortie, et je vous donne donc rendez-vous dès septembre pour une nouvelle rencontre du développement. À bientôt.